Je ne veux juste pas que tu l'embarrasses encore, maman. C'est ce que Peter a dit, juste devant l'entrée de l'auditorium. Des parents entraient avec des fleurs et des appareils photo. La musique jouait déjà à l'intérieur. J'avais fait 11 heures de train la veille, séjourné dans un motel qui sentait l'eau de Javel et la solitude, et acheté une nouvelle robe bleu marine parce que Marie trouvait qu'elle avait l'air digne. Mais il n'a fallu qu'une seule phrase. Peter ne me regardait même pas vraiment, il ajustait juste sa cravate, se balançant d'un pied sur l'autre comme s'il était gêné d'être déjà vu avec moi. « Tu sais comment ça se passe ?» ajouta-t-il, comme si je le savais, comme si j'étais le genre de femme à faire des scènes. Evan veut que ce soit sa journée, entouré de ses amis. Ne laissons pas ça tourner à toi. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas dit ce que j'aurais voulu dire, c'est-à-dire, je t'ai élevé. J'ai été aux urgences avec toi. J'ai signé les chèques qui ont payé cette journée. J'ai juste hoché la tête, ce petit hochement de tête défaitiste que l'on fait quand on est trop fatigué pour se battre, et je me suis retourné. Mes talons claquèrent vers le parking, où m'attendait ma Corolla de location. Je ne savais même pas si Evan m'avait vu. J'en doute. Il était probablement en coulisses avec ses amis, en train d'ajuster sa robe, souriant à l'objectif. Je me demandais s'il savait que je viendrais ou s'il avait d'abord dit à Peter de ne pas m'inviter. De retour dans la voiture, je suis resté assise un long moment, sans pleurer, juste respirer. J'ai remis l'enveloppe contenant le chèque dans mon sac, 90 000 $, un fonds pour mes études supérieures que j'avais accumulé pendant 13 ans. Non pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce que c'est ce qu'on fait, non. C'est ce que font les grands-mères. Elles anticipent. Elles économisent ce qu'elles peuvent. Elles imaginent un avenir meilleur pour quelqu'un d'autre que le leur. L'état de la chambre de motel ne s'était pas amélioré du jour au lendemain. L'eau de Javel persistait. J'ai remis la robe sur le cintre, lissé ses épaules, me suis assise au bord du lit et fixé l'écran noir de la télévision. À 20h32, on frappa à la porte. Le service en chambre. Je n'avais rien commandé. Le garçon qui se tenait là portait le même uniforme bordeaux que les autres. Il tenait une petite boîte en carton avec « Félicitations » écrit en paillettes sur le côté ou des cupcakes, probablement destinés à un autre client. « Désolé, dis-je. » Il parut perplexe. « Vous n'êtes pas la chambre 207. Je suis la 209. Oh, c'est pas de ma faute. » Il baissa les yeux vers la boîte, puis me regarda. « Tu les veux quand même ? Ils vont les jeter. » J'ai pris la boîte, non pas parce que je voulais des cupcakes, mais parce que j'avais besoin de tenir quelque chose. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Je pensais à Evan bébé. Je le berçais dans une couverture que j'avais tricotée moi-même. Il avait des coliques. Peter n'avait jamais le temps de le nourrir à minuit. Il disait toujours qu'il avait des réunions tôt le matin. C'était toujours moi qui veillais, moi qui le conduisais chez l'orthophoniste, moi qui payais ce nouvel appareil, moi qui assistais aux réunions parents-professeurs quand Peter ne pouvait pas quitter son travail. Je me demande quand j'ai cessé d'être vu ou peut-être n'ai-je jamais été vu. Peut-être étais-je simplement utile jusqu'à devenir gênant. Ce matin-là, je me suis réveillé à 5h47. Pas besoin de réveil. Les vieilles femmes ne dorment pas beaucoup. On se lève quand le corps le demande. Je me suis habillé en silence, j'ai tiré ma valise jusqu'à la voiture et j'ai démarré. Wilmington était encore sombre, le soleil effleurant à peine le ciel. Je me suis arrêté une fois à un bureau FedEx près de l'autoroute, il n'y avait personne derrière le comptoir, à l'exception d'un homme avec un casque sur les oreilles. J'ai demandé une enveloppe, j'y ai glissé le chèque et j'ai écrit « Retour à la confiance » au recto. C'était définitif, comme si le rideau se levait sur une pièce de théâtre que personne n'avait regardée. À midi, j'étais de retour à la maison. Même Porsche blanc. Même carreaux irréguliers dans l'allée. J'ai laissé la valise à l'intérieur et me suis servi une tasse de café instantané au Le Bon Marché. Ça avait le goût de la routine. Le téléphone a sonné vers 13h. Un SMS de Marie, as-tu pu assister à la cérémonie d'Evan ? J'espère qu'il t'a donné la place que j'avais demandé à Peter de garder. J'ai regardé le message, tapé, effacé, retapé, puis finalement rien envoyé. Je me suis retourné à la porte, mais j'ai rendu le cadeau. Quelqu'un d'autre en aura plus besoin. Marie est restée sans réponse pendant un moment. Quand elle l'a fait, elle n'a dit qu'une seule phrase, « J'arrive ». J'ai regardé l'heure. 13h07.
Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas nettoyé le salon ni redressé les oreillers. J'ai laissé la maison comme d'habitude, calme, habitée, honnête. Il n'y avait plus rien à faire. Marie est arrivée sans frapper. Elle ne frappe jamais, elle entre comme à 12 ans, et j'étais le seul endroit où elle pouvait aller sans se faire passer pour quelqu'un d'autre. Grand-mère, dit-elle doucement, debout dans l'embrasure de la porte, son sac fourre-tout glissant de son épaule. Ça va? J'ai hoché la tête, même si je n'étais plus sûr de ce que ce mot signifiait. Marie s'assit à la table de la cuisine et regarda autour d'elle, comme si la pièce essayait de lui dire quelque chose. Peut-être était-ce le silence, les plans de travail nus, la seule tasse sale dans l'évier. Peut-être que tout cela murmurait ce que je ne disais pas à voix haute. « Tu n'es même pas entré du tout ?» demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Ton père m'a accueilli devant la porte. Il m'a demandé de ne pas entrer. Il a dit que ça pourrait embarrasser Evan. Marie inspira brusquement, comme si ces mots l'avaient frappée. L'embarrasser pourquoi? Pour être aimé? Il ne voulait pas de scène, dis-je en essayant de paraître raisonnable, même si chaque syllabe me grattait la gorge. Il a dit qu'Evan voulait que ce soit son jour. Marie repoussa la tasse et fixa la fenêtre au-dessus du lavabo. Tu ne lui as même pas donné l'addition? Je l'ai renvoyé, ai-je dit. Sur le compte en fiducie. Elle m'a regardé. Vraiment? J'ai hoché la tête. Quelqu'un d'autre s'en servira. Quelqu'un qui pense encore que la gentillesse est un privilège, pas une nuisance. Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment, la vieille horloge faisant tic-tac derrière nous, ses jointures blanches sur le bord de la table. Je suis désolé, dit-elle finalement. Pour eux, répondis-je. Tu n'es pas comme eux, dit simplement Marie. Son regard s'adoucit. Tu veux que je parle à papa? Non, dis-je. Mais non, Marie. Je la regardai. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas quelque chose qu'il expliquera plus tard. C'est lui maintenant. Il l'a clairement dit. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le tiroir où je range mes dossiers et j'ai sorti celui qui était marqué « Peter ». Il était épais, inégal, rempli de documents. Je l'ai posé sur la table. Marie m'a regardé l'ouvrir et commencé à trier. J'ai sorti les reçus, le prêt automobile que j'ai co-signé, les paiements pour l'école privée, le temps où j'ai couvert son prêt hypothécaire pendant 2 mois, chèque, email, virement bancaire, 17 ans d'être discrète. Il a honte de moi depuis longtemps, ai-je dit. Mon entreprise, le quartier, ma façon de parler, tout chez moi lui rappelait ses origines. Grand-mère, je pensais que ça passerait, dit Marie, que c'était juste à cause des gens dont il s'entourait. Mais vous savez quoi? Je l'ai regardé dans les yeux. Ce n'était pas eux. C'était lui. Ça a toujours été le cas. Elle tendit la main et la posa sur la mienne. Ce n'est pas ta faute s'il est devenu comme ça. Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de regarder les traces écrites de toute une vie. Chaque ligne était un « oui » que j'avais donné alors que j'aurais dû marquer une pause. Chaque dollar était une marque de confiance qu'il n'avait jamais sollicitée, et pour laquelle il ne m'avait jamais remercié. Je veux changer la fiducie, ai-je dit. Apposez votre nom dessus. Marie cligna des yeux. Quoi? Tu auras besoin d'un co-signataire jusqu'à tes 25 ans, mais je m'occuperai des papiers. Le fonds était destiné à l'avenir. Je crois toujours au contrat à terme, mais pas à celui que je pensais. Marie resta silencieuse un long moment. Elle hocha simplement la tête et ses doigts se resserrèrent autour des miens. Plus tard dans la journée, après son départ, je me suis assise seule dans le salon. Le soleil entrait à travers les rideaux, dessinant de douces rayures sur le sol. J'ai pensé à la cérémonie de remise des diplômes, à Evan dans sa robe, son pompon qui se balançait, à la façon dont il pourrait annoncer aux gens que sa grand-mère était trop vieille pour voyager ou trop malade, ou peut-être ne pas me mentionner du tout. C'est ce que font les gens lorsqu'ils effacent quelqu'un. Ils commencent par l'exclure des articles. Je ne suis pas en colère, mais je ne suis pas oublié non plus. Le lendemain du départ de Marie, j'étais assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune et un stylo qui était à plat au milieu d'une liste de courses 2 ans plus tôt. Je l'ai remplacé par un stylo du tiroir à bric-à-brac, le genre qui pèse lourd dans la main. Cela me semblait juste pour ce que je devais faire. J'ai écrit la première ligne en lettres lentes et régulières, d'abord, sous-titre Trust and Holdings, résiliation et réaffectation du compte de fonds d'études 7884 LM.
Puis j'ai arrêté. C'est étrange comme la main tremble plus en écrivant une vérité qu'en soulevant 5 kilos de farine. J'avais écrit des milliers de choses dans ma vie, des chèques, des commandes de boulangerie, des lettres de condoléances. Mais là, c'était différent. C'était moi qui annonçais la fin de quelque chose, la fin du bénéfice du doute. J'ai repris la plume. Avec effet immédiat, je résilie toutes les autorisations de décaissement liées aux frais universitaires de Monsieur Evan Murray sur le compte fiduciaire 7884 LM. Les fonds resteront gelés jusqu'à leur réaffectation. Les informations sur les nouveaux bénéficiaires suivront. Veuillez ne pas informer les bénéficiaires actuels avant la finalisation des formalités de transition. Je l'ai lu 2 fois au clair, légale, froide, peut-être, mais nécessaire. Après avoir imprimé la lettre et l'avoir mise dans une enveloppe, je l'ai glissée dans mon sac à main. Je la porterai à la poste plus tard. Mais d'abord, il fallait que je passe un coup de fil. Le banquier, il s'appelait Jules, répondit à la 2e sonnerie. Madame Murray, dit-il, toujours aussi joyeux. Je consultais quelques comptes rendus trimestriels quand votre nom est apparu. Je réaffecte les fonds, ai-je dit. Pas le temps pour les politesses. Il hésita. Bien sûr. Puis-je vous demander la raison? C'est impossible, ai-je répondu. La décision est maintenue. Je vais désigner une nouvelle bénéficiaire, ma petite fille Marie. Il y eut un nouveau silence, plus prudent cette fois. Compris. Je m'occupe des démarches administratives de notre côté. Vous recevrez les formulaires via DocuSign plus tard dans la journée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis allé au tiroir à côté de la cuisinière, celui avec les élastiques et les bougies d'anniversaire, et j'ai sorti l'enveloppe qui contenait encore le chèque d'Evan. Je l'ai ouverte une dernière fois et j'ai regardé mon écriture, payée à l'ordre d'Evan R. Murray, montant de 90 000 en dollars américains. J'avais écrit cela le jour de son 17e anniversaire. Je l'ai plié une fois, puis je l'ai mise dans une enveloppe bleu marine doublée d'argent. Je l'ai déchirée en 2, puis en 4, puis de nouveau. Ce n'était pas agréable, mais c'était réel. Cet après-midi-là, je me suis dirigé vers la boîte aux lettres. Le ciel était pâle et froid, même si le calendrier indiquait que nous étions en juin. J'ai glissé l'enveloppe et je suis retourné lentement. J'ai remarqué que le lilas du voisin avait enfin fleuri. À l'intérieur de la maison, j'ai sorti le dossier en papier craft intitulé « Légal ». Je ne l'avais pas ouvert depuis 2015, lorsque j'avais mis à jour mon testament après la vente de la boulangerie. J'avais réparti les biens équitablement entre Peter et Marie. Cela me semblait juste à l'époque, mais la vie ne se résume pas à être juste. Il s'agit d'être honnête. J'ai donc appelé mon avocat. Madame Murray, m'a-t-il dit chaleureusement. Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis un moment. Je dois modifier le testament, ai-je dit. Et j'aimerais créer un fonds de bourse d'études à usage restreint, privé et confidentiel. Tu gères les fiducies, siffla-t-il. Oui, madame. Nous avons pris rendez-vous pour vendredi. Ce soir-là, j'étais assise sur ma chaise près de la fenêtre, celle avec la jambe inégale. J'ai pensé à Evan. J'ai pensé à Peter. J'ai réfléchi à ce que cela signifiait d'aimer quelqu'un qui ne vous voit que comme une tache sur la vitre de sa vie. Les gens vous disent qu'ils reviendront, mais parfois non. Parfois, ils continuent simplement à marcher, et parfois, il faut arrêter de laisser la lumière allumée sur le porche. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je me suis servi une tasse de café tiède, provenant de la cafetière de la veille. Je n'ai pas pris la peine de le réchauffer. Assis à table, je sirotais lentement, les yeux rivés sur la pile de dossiers que j'avais sortis du classeur. Celui-ci était intitulé Peter 2004 à aujourd'hui. Tout commençait par une idée de création d'entreprise avec un chèque de 5 000 $. Je me souviens d'avoir signé ce chèque. Il était tellement sûr de lui, agitant son pitch deck comme si c'était la clé. Maman, c'est une vraie opportunité, pas une de ces arnaques. 6 mois plus tard, la SARL était dissoute. Je n'ai jamais posé de questions à ce sujet. Puis il y avait le chèque d'acompte pour sa première maison, 28 000 $. Claire et lui venaient de se marier, et il disait que ce serait formidable d'avoir un endroit qui leur appartienne vraiment. On te remboursera dans 2 ans, avait dit Claire en me serrant les mains comme une fille. Ils ne m'ont jamais payé un centime. Prochaine étape, un camp d'été pour Evan à 9 ans, 3 200 $. On est à bout de souffle, a dit Peter. Tu sais comme ça coûte cher. Je le savais,
mais je savais aussi ce que ça faisait d'être un enfant laissé pour compte. Alors, j'ai fait le chèque. Frais de scolarité d'Evan dans un lycée privé, 15 000 $ par an, pendant 4 ans. J'en ai payé 2 ans et demi après que Peter a perdu sa prime au travail. Il m'a dit qu'il se rattraperait. Peut-être qu'une fois la boulangerie vendue, tu seras libéré de tout ça, a-t-il dit. C'est drôle comme c'était toujours moi qui les libérais. Facture médicale, réparation de voiture, vacances surprises à Hawaï. Un moment de ressourcement en famille, comme il l'appelait. Il m'a envoyé une carte postale de ce voyage ou une carte postale, j'aimerais que tu sois là, disait-il. Je l'ai gardée, collée dans le dossier, car une partie de moi voulait encore une preuve qu'il se souvenait de moi. J'ai feuilleté la pile et j'ai trouvé les cartes de Noël, manuscrites, toujours en retard, toujours signées, bisous, Peter, Claire et Evan. Jamais une mention des cadeaux que j'avais envoyés. Jamais un coup de fil pour dire merci. La gratitude, j'ai appris, est forte chez les enfants et silencieuse chez les adultes. Ou peut-être qu'on cesse de la dire quand on sait qu'on donnera sans elle. J'ai récupéré la dernière feuille, un reçu Venmo d'il y a 2 mois. Peter avait demandé 300 $ pour des fournitures scolaires. Le mot était bref, si vous pouvez, on s'arrange. Je l'ai envoyé. Aucune réponse, pas même un pouce levé. J'ai tout étalé sur la table comme une scène de crime, témoin de ma générosité discrète. Je n'essayais pas de compter l'argent, même si c'était un chiffre que la plupart des gens n'ignoreraient pas. J'essayais d'y voir clair, de comprendre comment j'en étais arrivé là. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le fait que j'avais tout donné en me rétrécissant pour me fondre dans les marges de leur vie. Je me suis souvenu d'une phrase de Marie, des années auparavant, alors qu'elle était encore adolescente et se posait des questions sur le monde. Pourquoi dis-tu toujours oui, grand-mère? Parce que quand on n'est pas désiré pour ce qu'on est, on apprend à se rendre indispensable. Cet après-midi-là, j'ai rappelé la conseillère financière qui m'avait aidé après la vente de la boulangerie. Madame Murray, m'a-t-elle répondu, toujours aussi enjouée et efficace. Ça fait un bail. Je souhaite examiner tous les paiements en cours liés au compte de Peter Murray, ai-je dit. Vous êtes toujours garant sur 2 d'entre eux, répondit-elle après une pause. Le contrat de location du véhicule et le refinancement d'un prêt étudiant au nom d'Evan. Combien ça coûte par mois? 496 $ pour la voiture, 312 $ pour le prêt. Arrêtez-les tous les deux. Il y eut un silence. Tu es sûr? Oui. Passez les appels, lancez le processus. Elle a promis d'envoyer les formulaires de résiliation le lendemain matin. En raccrochant, ma main planait au-dessus du combiné. Je m'attendais presque à ce que le téléphone sonne immédiatement, Peter appelant pour demander pourquoi ses paiements avaient été refusés, mais il est resté silencieux. C'est drôle comme le silence peut faire plus mal que des cris. Je me suis levé et j'ai allumé la radio. Il y avait une vieille musique Patsy Cline, peut-être. Le genre de musique que ma mère fredonnait en préparant des biscuits le dimanche. Le genre de musique qui vous donne l'impression que toute votre vie est déjà derrière vous. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis redressé un peu. Il y a un tiroir dans mon couloir que je n'avais pas ouvert depuis des années. Pas celui à bric-à-brac où tout le monde en a un, mais celui, profond, sous la pile de linge où je rangeais les vieux livres de contes de la boulangerie. Je l'ouvris lentement, le bois gémissant comme s'il avait lui aussi quelque chose à dire. Je passai mes doigts sur les tranches, inventaire 1989, P 1996, reçus fiscaux 2002. Et puis, à l'encre délavée sur une couverture bleue, commande, réduction famille. C'était mon propre raccourci, des pages et des pages de mentions, douzaines gratuites, de gâteaux de mariage à moitié prix, de livraisons de traiteurs non facturés. La plupart des gens ignoraient que la boulangerie avait survécu à ses débuts uniquement parce que je ne faisais pas payer les gens qui n'en avaient pas les moyens. Je leur donnais un reçu de toute façon, pas pour eux, mais pour moi un document qui disait, ça comptait, même si ce n'était pas payé. Je tournais les pages lentement. Le nom de Peter était éparpillé comme des graines de pissenlit, gâteau d'anniversaire d'Evan, 4 ans, 0 $, cupcakes de baby shower du bureau, collègue de Claire, 0 $, tarte à la citrouille, famille de Thanksgiving, 0 $. C'était ma façon de montrer mon amour, pas de grands discours, pas de câlins étouffants, juste, je cuisinerai pour toi. Je nourrirai ta joie. Je serai en arrière-plan de ton bonheur, à tenir le plateau. J'ai fermé le livre et posé ma main dessus. La boulangerie avait été notre vie à Derek et moi avant que tout ne s'écroule.
Il est mort comme on le fait dans les petites villes, subitement, sans tambour ni trompette. Une crise cardiaque sur le siège passager, en rentrant d'une course de provisions. Peter avait alors 27 ans, Evan tout juste un bambin. Je me souviens des funérailles en grande partie par bribes, les fleurs blanches fanées par la chaleur, le pasteur prononçant mal le nom de Derek, Peter disant aux invités de ne pas s'inquiéter pour moi, que tout irait bien. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais ouvert la boulangerie le lendemain. Je ne pouvais pas me permettre de fermer. J'ai pétri la pâte les larmes aux yeux et servi le café avec un sourire que je ne voulais pas exprimer. Les gens ont été gentils pendant une semaine. Puis ils ont arrêté de me demander comment j'allais. Puis ils ont simplement commandé comme d'habitude. Mais le travail me faisait avancer, me faisait respirer. Au cours de la décennie suivante, j'ai transformé l'endroit en quelque chose de plus. J'ai embauché 2 femmes du refuge, installé de nouveaux fours et inscrit notre entreprise sur une liste locale de 10 petites entreprises à surveiller. J'ai même gagné un prix pour une tarte aux noix de pécan à la foire du comté, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce que j'étais la seule à encore cuisiner moi-même. Je ne prenais pas de vacances. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Mais j'économisais lentement, discrètement. Et quand j'ai vendu l'endroit, j'ai gagné assez pour vivre simplement et aider la famille. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que plus j'aidais, moins on me voyait. Peter a dit un jour à une fête que je pâtissais un peu avant la retraite. Avant. Je me souviens que Marie a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce lorsqu'il a dit ça. Elle n'a rien dit, mais elle n'a pas ri non plus. Des années plus tard, je me trouvais dans ma cuisine en train de me dire, si je pouvais reconstruire une entreprise sur les cendres du deuil, je pourrais reconstruire une vie sur les cendres de la déception. Et peut-être seulement pourrais-je utiliser ce qui me restait, la force tranquille, l'amour qui me restait, et même l'argent, pour aider quelqu'un qui en avait besoin. Quelqu'un qui n'avait pas encore décidé que j'étais inutile. J'ai sorti un bloc-notes vierge et j'ai écrit 3 mots en haut, bourse. Première génération. Voyez-vous, je ne savais pas encore qui ils seraient, mais je savais qu'ils existaient des jeunes hommes et femmes qui me rappelaient la fille que j'étais autrefois, combative, effrayée, mais croyant encore en l'avenir. C'est à eux que ce fonds serait destiné. Non pas par dépit, ni par vengeance, mais par espoir, que l'histoire de quelqu'un d'autre se termine mieux. L'appel est arrivé juste après le dîner. Pas le genre de dîner avec serviette et bougie, juste de la soupe en conserve et un biscuit décongelé. J'étais en train de rincer le bol quand le téléphone a sonné et, pour une raison inconnue, je me suis essuyé les mains lentement avant de répondre. C'était Evan. Grand-mère ? Sa voix était plus douce que dans mes souvenirs ou peut-être était-ce simplement dû à la distance. Oui, ma chérie, ai-je dit. C'était plus doux que je ne le pensais. Je voulais juste prendre des nouvelles. Marie a dit que tu étais en ville. J'ai fermé les yeux un instant pour qu'il comprenne que je l'étais. Il y a eu un silence. Je ne t'ai pas vu à la cérémonie. Je me suis retourné à la porte. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque l'entendre reconstituer le tout. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec papa? Je m'assis lentement, le téléphone calé entre mon épaule et ma joue. Il me demanda de ne pas entrer. Le silence régna au juste cette syllabe chargée d'une chose qu'il ne connaissait probablement pas, la honte, la confusion. Je n'en savais rien. Je ne savais pas, dit-il au bout d'un moment. Je pensais, j'ai supposé que tu ne voulais pas faire le voyage. J'ai fait 11 heures de train. Il expira bruyamment. Je suis désolé. Ne le sois pas, je regardais par la fenêtre la lumière du porche qui vacillait dans le crépuscule. Tu as passé une bonne journée. C'était bien, dit-il trop vite. Un peu intimidant. Ils ont loué la salle, les photographes, les discours. Papa s'est ému. Je crois qu'il prépare ça depuis des mois. Je l'entendais essayer d'orienter la conversation, de colmater le trou. Je le laissais faire. Je ne voulais pas le culpabiliser, ce n'était pas le but de cet appel. Marie a dit que tu lui avais envoyé quelque chose par la poste, dit-il, plus doucement maintenant. Je l'ai fait. Qu'est-ce que c'était? J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité. Votre fonds pour les études. Une autre pause. Oh, répéta-t-il. Ce n'était pas le même, oh, que la fois précédente. Celui-ci était plus lourd. Je l'ai mis en place quand tu avais 5 ans, ai-je dit. Tous les mois. Même quand la boulangerie était calme, même quand j'étais fatigué.
Je ne savais pas, a-t-il dit. Je sais. Il s'éclaircit la gorge. Êtes-vous en colère? Non, ai-je dit, et je le pensais vraiment. J'ai juste fini de faire semblant. Il se tut à nouveau. Puis, lentement, papa a toujours été exigeant. C'est un mot pour ça. Il dit qu'il ne le pensait pas comme ça, qu'il voulait juste que tout se passe bien. Pensez-vous que cela justifie ses propos? Non, admit Evan. Mais je crois qu'il a peur de quoi? De ne pas être à la hauteur. J'ai fermé les yeux. Et je lui rappelle d'où il vient. Je ne pense pas que ce soit juste. Ce n'est pas vrai, ai-je acquiescé. Mais c'est vrai. Il y eut un autre long silence entre nous, le genre de silence qui n'existe qu'entre des gens qui se soucient encore de nous, même s'ils ne savent pas quoi faire de cette attention. J'aimerais que tu entres, dit-il finalement. J'aurais voulu que tu sois là. Ça veut dire quelque chose, dis-je. Plus que tu ne le penses. Je ne veux pas de ton aide à cause de la culpabilité. Tu ne l'auras pas de toute façon, dis-je doucement. Il ne t'appartient plus. Il n'a pas discuté, n'a pas plaidé. Et cela m'a étrangement attristé, comme s'il avait déjà accepté que je me retire. Marie a dit, tu vas créer un fonds de bourse d'études. Je suis. C'est vraiment super. J'espère que quelqu'un de bien l'aura. Ils le feront, dis-je. Ils écriront leur propre histoire. Peut-être sera-t-elle meilleure que la nôtre. Il resta silencieux un moment. Puis il dit tout bas, je suis désolé, grand-mère, de ne pas savoir, de ne pas avoir posé la question. Je te pardonne, dis-je. Mais c'est à toi de faire le travail maintenant. Je le ferai, murmura-t-il. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché le téléphone et l'ai posé délicatement sur la table. Dehors, le vent s'était levé, les arbres se balançaient comme s'ils écoutaient aussi. Je n'ai pas pleuré, non pas par force, mais parce que le chagrin avait enfin fait place à autre chose, la lucidité. Jules m'a appelé le lendemain matin. Fidèle à sa parole, les documents étaient prêts. J'ai ouvert le courriel, scanné les en-têtes et commencé à signer. Il a fallu 12 clics pour interdire légalement à Peter Murray et Evan Murray tout accès, présent ou futur, à la fiducie 12 clics, soit 18 ans de sacrifice silencieux. Après la dernière signature numérique, je me suis assis et j'ai poussé un soupir de soulagement, non pas d'épuisement, mais de soulagement. À 11 heures, je suis monté dans ma voiture et me suis rendu à la banque. Il y avait certaines choses que je ne voulais pas faire à travers un écran. Certains moments méritent d'être vécus en personne. Le caissier m'a reconnu. Madame Murray, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. J'aimerais parler à Jules, s'il vous plaît, en privé. Elle le sonna. On me conduisit dans un bureau vitré et silencieux, avec une plante en pot dans un coin et un doux son de jazz au-dessus. Jules sourit avec son air poli et professionnel. Tout s'est bien passé. Nous finaliserons la réaffectation une fois que vous aurez déposé le consentement et la pièce d'identité de Marie. Je veux aussi créer quelque chose de nouveau, ai-je dit. Un fonds de bourse. Il haussa les sourcils, mais ne fit aucun commentaire. Il ouvrit simplement quelques onglets sur son ordinateur. Dis-m'en plus. Privé, ai-je dit, anonyme. Je veux une discrétion totale, sans lien avec le nom de famille. Compris. Pour les étudiants de première génération, préférence aux enfants de la classe ouvrière, quelqu'un qui a durement gagné son avenir. Combien souhaitez-vous allouer? Commençons par 100 000 $, avec une marge de progression. Il hocha lentement la tête et tapa le montant. Nous pouvons mettre en place une fiducie caritative gérée. Vous garderez le contrôle total du processus de sélection. Bien, dis-je. J'aimerais bien. Il imprima un formulaire préliminaire et le fit glisser sur le bureau. Vous êtes sûr de l'anonymat? Je veux être connu uniquement du destinataire, et seulement si je choisis d'écrire. Jules hocha la tête. On peut arranger ça. Après avoir signé les premiers documents, je suis reparti avec une copie du projet d'accord et une étrange légèreté dans la poitrine. Pas de la joie où le mot serait trop fort mais quelque chose qui s'en rapproche, comme si j'avais desserré un point que je serrais depuis trop d'années. À la maison, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau et créé un nouveau document, directive et intention du fonds de bourse. J'ai tapé lentement et soigneusement. Ce fonds est destiné à un jeune qui a été négligé, sous-estimé ou tout simplement négligé, quelqu'un qui me rappelle que la valeur ne s'hérite pas, mais se mérite,
et que la gentillesse n'a pas besoin d'être entendue pour avoir de l'importance. Ce n'est pas une récompense. C'est un acte de foi ou une foi silencieuse et inconditionnelle. J'ai sauvegardé le document. Puis je me suis assis à la table de la cuisine et me suis servi un verre d'eau. Pas de célébration, pas de toast, juste un long regard par la fenêtre, où la lumière changeait sur les arbres. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été un personnage secondaire dans les histoires des autres, solidaire, présent, la plupart du temps silencieux. Maintenant, enfin, j'avais une histoire qui m'appartenait. Le vendredi matin est arrivé clair et froid, avec ce genre de vent qui vous fait tout remettre en question, votre manteau, vos chaussures, vos décisions. Je portais ma veste en laine grise, celle que j'avais depuis des années. Elle m'allait toujours, tenait toujours sa forme, comme moi. Le cabinet d'avocat était en centre-ville, non pas dans un gratte-ciel, mais dans un bâtiment calme et étroit, niché entre une librairie et un cabinet dentaire, le genre d'endroit qu'on ne remarque pas à moins de regarder. Francis m'accueillit avec ce même sourire serein qu'il avait depuis que Derek et moi avions fait appel à ses services pour l'achat de notre maison en 1979. Un peu plus voûté maintenant, sa barbe un peu plus blanche, mais toujours bien dessinée derrière les yeux. « Edith, dit-il en se levant de son bureau. Tu as bonne mine. » J'ai l'air de quelqu'un qui en a finalement assez, dis-je en m'asseyant en face de lui. Il rit doucement. C'est quelque chose dont on peut être fier. Nous n'avons pas perdu de temps. Je lui ai tendu l'enveloppe contenant les documents que j'avais préparés, la réaffectation de la fiducie, la lettre d'intention caritative et la liste des paiements permanents dont je voulais la révocation. Il les a lus en silence, hochant la tête ici et là. Propre, dit-il finalement. Tu as fait le plus gros du travail. J'ai eu le temps de réfléchir et de faire mon deuil. Il a ouvert mon ancien testament, une copie imprimée que je n'avais pas revue depuis le décès de Derek, et a commencé à marquer des sections au stylo rouge. Vous voulez retirer Peter de la liste des bénéficiaires principaux. Je veux qu'il soit complètement éliminé. Francis leva les yeux. Tu es sûr? J'en suis sûr. Voulez-vous laisser un mot pour l'archive? Une explication pour vos héritiers? J'ai laissé suffisamment d'explications dans ma vie. Ils peuvent inventer leurs propres histoires s'ils en ont besoin. Il hocha la tête. Et Evan? Je marquai une pause. Ce nom avait encore du poids, il persistait dans la pièce plus longtemps que je ne le souhaitais. Pas d'héritage direct. C'est un adulte maintenant. S'il veut un avenir, il peut le construire. Et Marie? Elle obtient tout. Si elle le veut. Sinon, qu'elle le donne à la fondation de bourse. Francis a noté cela. Je rédigerai un testament mis à jour aujourd'hui. Tu pourras le signer la semaine prochaine. Je voudrais qu'il soit notarié avant la fin du mois. Tu prévois quelque chose? Je fais juste le ménage. Nous avons passé 30 minutes supplémentaires à passer en revue les détails, contact d'urgence, mandat de soins, instructions pour l'enterrement en simple, pas de cérémonie, crémation. Je ne voulais rien d'extravagant, pas de spectacle. Une fois terminé, Francis a refermé le dossier et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Edith, dit-il d'une voix plus basse, je te connais depuis longtemps. Tu as toujours tout fait pour les autres. Je n'ai pas répondu. C'est bien de faire quelque chose juste pour soi. Même maintenant. Surtout maintenant. Je lui ai adressé un sourire las. C'est ce que je fais. En quittant le bureau, j'ai vu mon reflet dans la porte vitrée, des rides, certes, des yeux fatigués, mais aussi autre chose, une ligne plus ferme dans ma bouche. Je n'avais pas l'air d'une femme en train de s'effondrer. J'avais l'air d'une femme en train de décider. Marie est arrivée ce dimanche-là, un sac de course à la main et une certaine fatigue se lisait sur le visage. Au début, elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste posé le sac sur le comptoir et a commencé à déballer. Du granola, dit-elle en brandissant une boîte. Tu manges encore ce genre de granola? J'ai hoché la tête. Quand je m'en souviendrai. Et du thé au celui à la menthe poivrée que tu aimes et des pommes. Ils étaient en solde, mais elle avait choisi celle qui semblait ferme. Je l'observais bouger, comment elle se faisait petite dans la cuisine, respectueuse d'un espace qui n'était pas le sien mais qui avait été autrefois son refuge. Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit, ai-je dit. Elle leva les yeux. C'est vrai. Nous étions assis dans le salon, chacun avec une tasse à la main, même si aucun de nous ne buvait beaucoup. Le silence n'était pas gênant, juste pesant, comme si nous avions tous les deux des choses en suspens.
Elle fut la première à parler. Papa m'a appelé 3 fois. Il m'a laissé un message hier. Il m'a demandé si je savais ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Pourtant, je suis restée silencieuse. Il sait que quelque chose a changé. Evan lui a probablement parlé de votre appel. Laisse-le se poser des questions. J'ai dit, je sais. C'est pourquoi je me prépare. Se préparer à quoi? Pour la tempête? Pour la mendicité? Pour le marchandage? Marie sourit légèrement. Tu crois vraiment qu'il va mendier? Non, ai-je dit, mais il jouera comme il est. Il y a une différence. Elle baissa les yeux vers son thé. Tu sais, quand j'avais 12 ans, j'ai dit à maman que je voulais vivre avec toi. Je me suis tourné vers elle, surpris. Tu ne m'as jamais dit ça. Elle a dit non. Elle a dit que ça compliquerait les choses. Elle a dit que tu étais trop mou. Ma gorge se serra. Trop tendre? Trop disposé à pardonner? Elle a dit, trop disponible. J'ai expiré. Ça me semble juste. Je ne comprenais pas à l'époque, continua Marie, mais maintenant je pense qu'elle avait peur que je grandisse avec ta voix dans ma tête au lieu de la sienne. Je lui ai pris la main. Elle m'a laissé la prendre. Je ne fais pas ça pour punir qui que ce soit, ai-je dit doucement. Je fais ça parce que je ne peux plus porter ce poids. Plus seul. Je sais, dit-elle. Je vois ça. Nous sommes restés assises un long moment après cela, sans un mot, juste 2 femmes, 2 générations, toutes 2 sachant exactement ce que le silence peut contenir. Quand elle s'est enfin levée pour partir, elle m'a serré dans ses bras pas rapidement, pas obligatoirement, mais une véritable étreinte. À la porte, elle s'est retournée et a dit, s'il t'appelle, papa, vas-tu répondre? J'ai réfléchi un instant. Peut-être, mais pas tout de suite, et pas pour m'expliquer. Elle hocha la tête. Bien. Puis elle partit, et je restai à la fenêtre longtemps après la disparition de sa voiture, observant le vent souffler dans les arbres comme s'il avait quelque chose à dire. Le premier message vocal est arrivé à 14h14 dimanche après-midi. J'étais en train de plier du linge. Le téléphone a sonné 2 fois sur le comptoir, puis le silence est resté. Aucun nom n'apparaissait à l'écran, mais je n'en avais pas besoin. Peter a toujours utilisé le silence comme un outil, d'abord en attendant qu'on le supplie, puis en faisant semblant d'être le plus fort quand la supplication ne venait pas. J'ai laissé tomber la messagerie vocale. Puis le suivant est arrivé, et le suivant encore. Quand j'ai fini de plier, j'avais 5 appels manqués et 2 messages vocaux. Je me suis assis au bord du lit et j'ai appuyé sur lecture. Maman, c'est Peter. J'ai essayé de te joindre. Evan a dit que vous aviez parlé. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'on devrait mettre les choses au clair. Je ne veux pas de malentendu entre nous. Appelle-moi. Je l'ai supprimé. Le deuxième a commencé différemment. Maman, sérieusement, ça dégénère. Je ne sais pas ce que Marie t'a dit ni ce qu'Evan t'a dit, mais tu dramatises les choses bien plus que nécessaire. On est une famille. Tu es toujours la bienvenue. Supprimé. Lundi matin, je me suis réveillé avec 6 autres appels manqués. L'un des messages vocaux était plus long, empreint d'une sorte de désespoir qui ne lui convenait pas. Écoute, j'ai fait une erreur, d'accord? Je n'aurais pas dû dire ça en dehors de la cérémonie. Mais c'était un moment tendu. J'essayais juste de m'assurer qu'Evan passe la journée qu'il souhaitait. C'est tout. Ne gâche pas tout pour un seul commentaire. Et voilà, le passage d'une politesse vague à un sentiment de droit. Ne jette pas tout, comme si c'était moi qui avais tout détruit. Il a rappelé le soir même. Maman, la banque m'a contacté. Il y a eu une sorte de blocage sur le compte de crédit bail. Ils disent que le garant a retiré l'autorisation. C'est toi, n'est-ce pas? Bien sûr que c'était moi. J'ai besoin de te parler. Appelle-moi, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait. Le suivant était plus court. Maman, ça affecte mon crédit. J'ai des choses liées à ce bail. Le prêt d'Evan est lié aussi. Tu ne nous as même pas prévenus. ChatGPT a dit. Puis le silence s'est prolongé. 2 jours ont passé. Aucun nouveau message. J'ai supposé qu'il se ressaisissait, qu'il élaborait sa stratégie. Puis, jeudi soir,
un texto est arrivé, je ne comprends vraiment pas comment tu as pu faire ça à ta propre famille. C'était bien ça, pas une question, une accusation. Je fixai longuement le message, la lumière de l'écran se détachant sur la pièce sombre. Je ne répondis pas. Que dire? Tout ce qu'il avait besoin de comprendre était déjà arrivé, chaque merci manquant, chaque fois qu'il avait choisi un récit clair plutôt qu'une vérité complexe, chaque instant où il avait eu le choix de me voir et de regarder au-delà. À un moment donné, j'ai cessé d'espérer qu'il change et j'ai commencé à changer moi-même. Vendredi matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit une courte réponse, 12 mots seulement, tu as fait un choix, et maintenant j'en ai fait un autre. Puis j'ai complètement éteint le téléphone. Laissons-le tranquille. Laissons le silence s'installer. Je ne suis pas allé en ville cette semaine-là. Je n'ai pas récupéré le linge au pressing. Je n'ai pas participé au cercle de quilting. Je ne suis même pas allé à l'église le dimanche non pas par honte, j'avais oublié ce sentiment depuis longtemps, mais parce que j'avais besoin de calme. J'avais besoin d'entendre mes propres pensées sans la voix de Peter dans ma tête. Mardi matin, le courrier est arrivé avec une lettre de la compagnie d'électricité, un prospectus de coupons et une enveloppe couleur crème épaisse sans adresse de retour. Je l'ai ouverte avec précaution, m'attendant presque à d'autres notifications légales, une manœuvre désespérée de Peter. Mais ce n'était pas de lui. C'était d'Evan. L'écriture était soignée, légèrement penchée vers la droite, comme celle de Derek. Chère grand-mère, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation, et je ne pouvais pas en rester là. Je ne savais rien du fond ni de ce que vous avez fait. Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité. Et je tiens à vous remercier, même s'il est trop tard pour que cela compte. Je ne pense pas que papa ait voulu te blesser, mais je ne pense pas non plus qu'il comprenne comment il l'a fait. En grandissant, il donnait l'impression que tout ce que nous avions était tombé de nulle part ou était le fruit de son seul travail. Il parlait rarement de toi ou pas méchamment, comme si tu étais un bruit de fond. Je ne m'en suis pas remise jusqu'à ce que Marie commence à me raconter des histoires, des vraies, sur la boulangerie, sur toi qu'il avait élevé quand elle est tombée malade cette année-là, sur ce que tu as abandonné pour nous tous. Je n'écris pas pour arranger les choses. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je te vois. Si je finis par emprunter, je m'en sortirai, c'est peut-être bon pour moi. J'ai besoin de gagner des choses. Mais même si tu n'es plus dans ma vie de la même façon, j'espère pouvoir encore être dans la tienne si tu m'acceptes. Avec amour. Evan. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé sur la table. Ma main est restée posée dessus, comme si elle allait s'envoler si je la lâchais. Ça n'a rien changé, ni l'argent, ni les années, ni la gomme silencieuse que j'avais vécue, mais ça signifiait quelque chose. Parfois, les plus petites reconnaissances arrivent quand on a déjà cessé d'attendre, et elles ne réparent pas le passé, mais posent une pierre plus douce pour la suite. Je n'ai pas répondu ce jour-là. J'ai ouvert le dossier de candidature. J'avais examiné les dissertations des candidats, tous anonymes, bien sûr. Je voulais choisir uniquement sur la base de leur histoire. L'une d'elles en particulier m'avait marqué, une jeune femme du Mississippi qui travaillait de nuit dans un restaurant, écrivait des poèmes au dos des reçus et souhaitait faire des études d'éducation. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas cherché à impressionner. Elle a simplement dit la vérité. Ma mère dit que je suis trop faible pour réussir à l'université, a-t-elle écrit. Mais je pense que la douceur est une forme de force. Cela signifie que je n'ai pas durci, même quand j'aurais pu. Cette phrase est restée gravée en moi comme une pierre tombée dans l'eau. J'ai cliqué sur « Approuver ». Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti une carte pas du papier à lettres classiques, juste un simple carré blanc que j'avais déjà utilisé pour mes listes de courses. J'ai écrit. Cher destinataire, tu ne me connais pas, mais je te vois. Continue. Non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu le peux. Puis je l'ai signé, de quelqu'un qui croit aussi à la douceur. C'était un mercredi lorsque j'ai décidé de retourner à la boulangerie une dernière fois, pas pour travailler. Le nouveau propriétaire avait repris l'établissement 5 ans plus tôt et l'avait transformé en un lieu plus élégant, avec de jolis menus en ardoise et des vitrines en verre. Ils avaient conservé le nom de Murray's Art, mais sans la chaleur de l'endroit. Pourtant, c'était l'endroit où j'avais tout construit, y compris la force sur laquelle je m'appuyais désormais. Je n'ai pas appelé à l'avance, j'ai juste parcouru les 10 pâtés de maison depuis chez moi, vêtu du vieux manteau bleu marine qui, selon Derek, me donnait l'air d'une femme qui se fichait d'être sous-estimée.
La sonnette au-dessus de la porte tintait encore. La fille derrière le comptoir était jeune lycéenne, peut-être. Elle m'a souri comme si j'étais une cliente comme les autres. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé. J'étais propriétaire de cet endroit, dis-je en m'avançant davantage à l'intérieur. Ses sourcils se haussèrent. Vous êtes Madame Murray. Je le suis. Elle sourit plus largement. Le propriétaire parle de toi tout le temps. Il dit que tu es la raison pour laquelle l'entreprise a du cœur. Je clignai des yeux, surprise. Il dit ça? Oui. Tu as dit que tu l'avais construit avec ton mari à partir de rien. Les gens venaient ici non seulement pour les tartes, mais aussi pour le réconfort. Ce mot résonna plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Je regardais autour de moi. Les tables étaient neuves, la peinture plus claire, mais les os étaient toujours les miens, la petite fenêtre au fond où je m'asseyais avec mon registre, le creux dans le sol près du comptoir toujours là, bien que maintenant recouvert par un tapis. « Tu veux t'asseoir » demanda la fille. Je m'y suis assise. Et j'ai commandé une part de tarte aux pommes, même si je savais qu'elle n'aurait pas le même goût. Ça n'a pas été le cas au trop de cannelle mais le geste comptait plus que la bouchée. Je suis restée assise là pendant près d'une heure, à regarder les gens aller et venir, à regarder l'espace les retenir comme ils m'avaient autrefois retenu. Cet après-midi-là, de retour à la maison, j'ai commencé à trier mes placards. Je ne me préparais pas à partir, je me préparais à lâcher prise. Des cartons de vieux disques, des reçus, des cartes d'anniversaire, les dessins d'Evan datant de ses 5 ans, une fusée, une maison de guingois avec « grand-mère » écrit au crayon orange en haut. Je les gardais. J'ai retrouvé l'enveloppe que Peter avait envoyée d'Hawaï, avec la carte postale à l'intérieur, si seulement tu étais là. Je l'ai retournée, exposée à la lumière, puis jetée à la poubelle. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être conservées. Tard dans la nuit, après que la vaisselle ait été lavée et que la maison soit devenue silencieuse, je me suis assis et j'ai écrit une dernière lettre, pas à la banque, pas à l'avocat, juste à moi-même. Chère Edith. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais. Tu as donné, tu es resté, tu as attendu, et maintenant tu as choisi autre chose, ni l'amertume, ni la vengeance, mais assez. Assez de dons, assez de silence. Tu n'es pas une solution de secours. Tu es une femme qui a profondément aimé et qui a finalement décidé de s'aimer elle-même. J'ai plié le mot et l'ai déposé dans le tiroir à côté de mon lit. Personne d'autre ne le lirait jamais, mais là n'était pas la question. Certaines vérités sont faites pour être gardées. La lettre est arrivée un vendredi. Une enveloppe simple, une adresse tapée à la machine, sans timbre de retour. Je l'ai ouverte sans m'y attendre. À présent, la plupart du courrier était composé de factures de services publics ou de simples rappels du monde dont je commençais à m'éloigner. Mais cette fois, c'était différent. C'était de la part du boursier. Cher comité des bourses, ou qui que vous soyez réellement. Je ne savais pas à quoi je m'attendais en postulant. Je ne pensais surtout pas avoir de réponse. C'est comme ça pour les gens comme moi. On publie son nom dans le monde entier en espérant que personne ne le supprime. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez choisi. Et maintenant, je suis assis ici, dans la bibliothèque d'un campus, à écrire à un inconnu qui a changé le cours de ma vie. Je m'appelle Nia. J'ai grandi à Yazoo City, dans le Mississippi. Ma mère travaille dans une maison de retraite et mon frère répare les climatiseurs quand la saison le permet. Nous n'avons jamais eu grand-chose, mais j'ai toujours eu des livres. Je volais des minutes à la bibliothèque de l'école comme certains enfants volent des cigarettes, je me cachais dans les coins, je faisais semblant de travailler, mais en réalité, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. J'ai écrit mon premier poème à 11 ans. Il parlait du bruit des pieds de ma mère quand elle rentrait le soir au doux, traînant, fatiguée. Je ne l'ai montré à personne, je ne pensais pas que les gens comme nous avaient des histoires importantes. Mais j'avais tort. Cette bourse, ce n'est pas que de l'argent. C'est la preuve que quelqu'un, quelque part, a lu mes mots et s'est dit, elle mérite qu'on y croie. Je ne connais pas ton nom, mais je connais ta gentillesse, et je la porte en moi comme une armure. Je veux devenir enseignante, non pas parce que c'est facile, mais parce que je me souviens de ce que c'était que d'être invisible. Je veux me tenir devant une classe et dire à un enfant silencieux au fond, je te vois. C'est ce que tu as fait pour moi, je te vois. Merci de m'avoir vu. Avec plus de gratitude que je ne peux en exprimer dans une seule lettre. Nia Thomas. Je l'ai lu une fois, puis encore et encore,
jusqu'à ce que les lignes se brouillent et que le papier se ramollisse sous la pression constante de mes doigts, comme pour m'accrocher au poids de ce qu'elle avait dit. J'ai posé la lettre sur la table à côté de moi et je suis resté immobile. La maison était silencieuse, pas le silence profond, mais celui qui dit « ce moment est suffisant ». Elle ne me connaissait pas, mais d'une certaine manière, elle me connaissait. Elle savait ce que signifiait être ignorée, douter, s'entendre dire de mille et une manières que son histoire n'avait pas d'importance et elle connaissait le pouvoir d'être vue une seule fois, sans condition. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie, non pas par cérémonie, mais parce que la lumière me semblait juste. J'ai posé sa lettre à côté de ma chaise. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être jamais. Parfois, le cadeau est dans la réception, et parfois, les gestes les plus discrets finissent par résonner le plus fort. C'était à nouveau le printemps, un printemps qui arrive lentement dans cette région du pays, hésitant, prudent, encore sous son manteau d'hiver. Mais les jonquilles avaient commencé à percer le sol près du trottoir, et c'était toujours le premier signe. La nature, têtue comme toujours, insistait pour un nouveau départ. Ce matin-là, je suis allé me promener au pas loin, juste le vieux chemin qui faisait le tour du pâté de maison, passant devant la pharmacie, descendant vers le ruisseau, puis revenant le long du mur de la bibliothèque, dont les briques étaient encore chaudes à midi. J'avais mis mes bonnes chaussures de marche, celles que Marie avait un jour qualifiées d'indestructibles, et je n'avais rien d'autre que mes clés de maison dans la poche de mon manteau. Près de la vieille quincaillerie, je l'ai aperçu, Reed Cunningham. Nous étions allés au lycée ensemble, nous étions assis côte à côte pendant les cours d'histoire américaine et avions passé un été difficile au même camp d'été. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 40 ans. Il se tenait près du banc devant le magasin, un petit sac en papier à la main. En me voyant, il a plissé les yeux, puis a souri. Edith. Je m'arrêtai. Reed? Je ne savais pas que tu habitais encore ici. Je ne savais pas, dit-il. Je suis revenu il y a 2 ans après le décès de Barbara. Je pensais rester 6 mois. Puis, 12. Maintenant, je loue au-dessus de la pharmacie. Je suis désolé pour Barbara. Il hocha la tête. Moi aussi. Mais le chagrin est plus calme maintenant. On apprend à mettre la table pour quelqu'un. Je me suis assise à côté de lui sans même lui demander. C'est le propre des vieilles amitiés, elles n'ont pas besoin d'invitation. Comment vas-tu? A-t-il demandé au bout d'un moment. J'ai remis certaines choses en question, ai-je dit. Il a souri doucement. Tu as toujours réfléchi plus que nous tous. Pas plus, ai-je dit, juste plus longtemps. Nous sommes restés assis là un moment, 2 personnes âgées portant des manteaux trop chauds pour la saison, à regarder les voitures passer avec les fenêtres légèrement entr'ouvertes. J'ai entendu parler de votre boulangerie une fois, dit-il. Elle était sur la liste de l'État ou quelque chose comme les meilleures tartes des comtés du Sud. C'était une surprise. Vous faites toujours des pâtisseries? Pas beaucoup. Pas pour les autres. Il hocha la tête. Parfois, je pense à réparer mon vieux bateau de pêche. Puis je me souviens de son poids et du calme du lac, sans compagnie. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas sentie petite. Je ne me suis pas sentie effacée. Je me suis sentie présente. Au bout d'un moment, il a plongé la main dans le sac en papier et en a sorti un petit bocal de gombo mariné, le brandissant comme une offrande. Toujours ton préféré. J'ai ri, ce qui m'a surpris. Tu t'en souviens? Je me souviens des gens qui ne me coupaient pas la parole. Nous nous sommes séparés sans promesse, sans projet, juste un signe de la main. Mais je suis rentré chez moi avec un sentiment de légèreté. Ce soir-là, je me tenais dans le couloir, la main posée sur la porte de la chambre d'amis. C'était celle de Marie quand elle était petite, puis celle d'Evans parfois, et maintenant elle est presque vide, un fourre-tout pour les cartons et les courtes pointes pliées. Mais j'ai ouvert le placard et j'ai quand même sorti la petite valise, celle que j'utilisais pour les petits voyages. Je l'ai dépoussiérée, posée sur le lit et laissée ouverte. Peut-être que j'irai voir quelqu'un. Peut-être que je n'irai nulle part. Mais j'avais fait mes valises. Plus tard, assis près de la fenêtre, j'ai relu la lettre de Nia. Puis j'en ai écrit une moi aussi, une simple carte. Cher Nia, tu ne connais pas mon nom. Ça faisait partie du plan. Mais je veux que tu saches quelque chose, tu m'as rappelé que les histoires peuvent recommencer, même tard dans le livre. Tu n'es pas seul, et moi non plus. Avec une voix silencieuse, quelqu'un qui vous voit. Je ne l'ai pas signé.
Je n'en avais pas besoin. Le lendemain, je l'ai posté sans adresse de retour ou juste une petite enveloppe contenant tout ce qu'il me restait à dire. Et pourtant, d'une certaine manière, ce n'est pas tout. La dernière fois que Peter a appelé, je n'ai pas répondu. Non pas que j'étais en colère, je ne l'étais plus maintenant. La colère s'était dissipée depuis des semaines, lentement et sûrement, comme un feu qui sait mieux que quiconque se retenir de faire rage. Ce qui restait était plus silencieux, plus fort comme la pierre après la flamme. Au lieu de cela, j'ai écouté la messagerie vocale en début de soirée, assis à ma table de cuisine avec une tasse de thé léger et la dernière lumière printanière rampant sur le sol. Maman, commença sa voix, plus fatiguée qu'avant, je suppose que tu as fait ton choix. Je ne continuerai pas à t'embêter. J'espère qu'un jour tu me parleras à nouveau. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais cessé d'apprécier tout ce que tu faisais. Je ne savais juste pas comment le dire correctement. C'était ça, pas d'excuses, pas de percée, juste un homme essayant de fermer la porte qu'il avait autrefois claquée. Je l'ai accepté, non pas dans la douleur, mais avec lucidité. Je lui avais déjà pardonné non pas pour lui, mais pour moi car porter ce poids, c'était comme porter des bagages dans un aéroport où personne ne m'attendait. Certaines personnes ne comprennent jamais la souffrance qu'elles causent, et d'autres la comprennent trop tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider quand poser vos valises. J'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air. Ça sentait le chèvrefeuille, comme quelque chose de nouveau. Ce week-end-là, Marie est passée avec un dossier sous le bras. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle me l'a tendu en souriant. Des photos de la cérémonie de remise des bourses. Nia les avait envoyées. Je l'ouvris lentement, pas prête à découvrir ce que je découvris, une jeune fille en robe simple, debout sur un podium, souriante mais sérieuse, un papier à la main. Ses yeux brillaient, son dos était droit. On voyait qu'elle avait mérité chaque minute de ce moment. Elle t'a mentionné dans son discours, dit Marie. Elle t'a appelé son architecte invisible. J'ai ri doucement, surprise. J'aime ça. Tu as construit quelque chose, grand-mère. Tu devrais voir ça. Il y avait d'autres photos, Nia serrant la main du doyen, Nia avec sa mère toutes deux serrées l'une contre l'autre comme si le monde allait basculer, Nia avec un petit groupe d'étudiants, certains tenant des cahiers, d'autres la regardant simplement comme s'ils voyaient quelque chose de possible sur son visage. Et puis, au dos, une photo de la carte que je lui avais envoyée. Elle l'avait encadrée, tu n'es pas seul, et moi non plus. J'ai tracé la photo du bout du doigt. Marie me prit la main. Je suis fière de toi, dit-elle doucement. Je suis fière de moi aussi, répondis-je, et ce n'était pas difficile à croire. Nous avons passé l'après-midi à trier d'autres photos et à partager de vieilles anecdotes. Elle m'a parlé de son travail ou de la promotion qu'elle espérait, de l'ami avec qui elle envisageait d'emménager, de la thérapie qu'elle avait commencée, mais je l'ai écoutée, non pas comme son aide, ni comme une solution de secours, mais simplement comme quelqu'un qui avait gagné le droit de rester tranquille et d'être écouté. Quand elle est partie, elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit, « Tu m'as beaucoup appris, grand-mère, plus que tu ne le penses. » Je suis resté sur le pas de la porte longtemps après qu'elle soit partie, observant la route jusqu'à ce qu'elle redevienne calme. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. J'ai écrit dans un journal, quelques lignes seulement. Je ne suis pas une pensée après coup. Je ne suis pas ce qu'ils ont rejeté. Je suis la racine. Je suis la main qui a tenu, même quand personne ne m'a tendu la main. Et maintenant, enfin, je suis à moi. J'ai bien dormi, pas de rêve, pas d'interruption, juste la paix. Et si vous êtes encore là à lire ceci, peut-être l'avez-vous ressenti aussi, cette douleur lente d'être mis de côté, le poids d'être nécessaire sans être vraiment vu. Laissez-moi vous dire une chose, vous avez le droit d'arrêter de vous rétrécir. Vous avez le droit d'occuper de l'espace. Vous avez le droit d'écrire votre propre fin, même maintenant, surtout maintenant. Et si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces pages, alors c'est peut-être à votre tour de recommencer, de croire à nouveau, d'être bruyant ou silencieux, mais jamais invisible. Laissez un commentaire si vous avez déjà dû vous réapproprier votre identité. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires qui révèlent les vérités qu'on nous demande de taire. Vous n'êtes pas seul. Plus maintenant.